Devrait grimper autour de 17 degrés au meilleur de la journée. Ce bulletin se termine. N'oublie pas d'embrasser les brises demain. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans les Alpes à la une de l'actualité régionale. Le blocage de la prison d'Éton en Savoie par les surveillants qui réclament des augmentations d'effectifs. Un mouvement qui a eu beaucoup d'écho car il a interdit la sortie de 3 prévenus du procès de la Rixe des Chirolles qui se tient à Grenoble. Procès interrompu toute la matinée qui a repris à la fin du mouvement. Le Modem de Haute-Savoie retire son soutien à la liste de Laurent Wauquiez pour les prochaines élections régionales. Pour son président Antoine Vieillard, les accords passés avec les Républicains et l'UDI pour établir une liste commune n'ont pas été respectés. Elle est originaire de Saint-Martin-d'Air et vient de remporter le titre de Miss Rhône-Alpes. Avant de s'envoler pour Paris et Tahiti, briguer le titre de Miss France, Nora Bengrin, étudiante de 20 ans en langue étrangère à l'université Stendhal de Grenoble, est l'invitée du Journal des Alpes. Dans le journal national présenté par Carlos Gessler, Florent Grobert est un héros de l'Amérique. Ce soldat franco-américain né à Poissy en région parisienne vient de recevoir la médaille d'honneur, la plus haute distinction militaire des États-Unis, et lui a été remise par Barack Obama pour son courage en Afghanistan. Et puis les voitures neuves sont, semble-t-il, un luxe réservé aux seniors. Leurs acheteurs ont en moyenne 55 ans. Les jeunes préfèrent, eux, se tourner vers l'occasion, plus accessible. Ils seraient également moins attachés à l'image de leur voiture. Une trentaine de gardiens de prison du centre pénitentiaire d'Éton en Savoie se sont donc mobilisés ce matin devant leur établissement. Pour ces agents, la situation devient impossible. Ils sont une centaine pour une population de 500 détenus. Ils demandent le recrutement d'une vingtaine de gardiens. À Gerwes-Lati, Dominique Bourget. Aucune visite, aucune extraction de prévenus. Le centre pénitentiaire d'Éton a été bloqué une bonne partie de la journée. Les surveillants ont manifesté leur colère et dénoncé leurs conditions de travail. Pour ma part, j'étais à 49 heures supplémentaires et en novembre, le mois n'est pas fini et il est déjà à 44 heures supplémentaires. Donc stop, voilà, on a envie de conserver nos repos et puis de travailler donc sereinement, dans de bonnes conditions, en étant moins fatigué. Des heures supplémentaires dues selon la direction à un manque de personnel. Près de 21 postes seraient vacants ici. Les surveillants pénitentiaires qui exercent depuis parfois plus de 10 ans disent avoir vu leurs conditions de travail se dégrader. Quand j'ai commencé dans l'administration pénitentiaire, donc on avait tout ce qu'il fallait au niveau du personnel. Au jour d'aujourd'hui, on a 6 équipes d'agents qui tournent donc postées, donc en horaire décalé. Au départ, c'était des équipes de 12-13 agents et petit à petit, on est descendu à 10, 9, voire 8 agents par équipe. Pour le secrétaire syndical UFAP, il est urgent que la direction interrégionale agisse, et vite. Oui, on manifeste parce que les agents sont au bout du rouleau. Il n'y a plus personne pour faire tourner la boutique. Actuellement, ils ont au maximum, ils tournent avec 3, voire 4 dans les meilleurs des cas, repos hebdomadaires par mois. Non, c'est invraisemblable. Les forces de l'ordre sont arrivées vers 14h50 pour débloquer la situation et permettre notamment l'extraction de 3 accusés dans le procès des Chirolles qui était attendu depuis 9h ce matin aux assises de Grenoble. Et donc justement à cause de cette non-extraction des prévenus, les audiences donc, du tribunal de Grenoble n'ont pu avoir lieu. Jean-Christophe Solari, bonsoir. Bonsoir. Vous suivez Christian. pour nous ce procès qui doit réunir à tout moment tous les accusés. Effectivement, Christian, la présence de tous les accusés est nécessaire. Vous savez qu'aux assises, le principe est celui du contradictoire. Et la procédure, elle est orale. Cela veut dire que l'ensemble des accusés doivent être physiquement présents pour avoir connaissance de tout ce qui se dit à l'audience. Alors aujourd'hui, l'audience aurait pu néanmoins se tenir en l'absence des détenus d'Éton, mais il aurait fallu alors que le greffier du tribunal se rende ce soir à la prison d'Éton pour remettre un compte-rendu écrit aux accusés. Le président de la Cour d'assises des mineurs, Jean-Pierre Pradier, a donc préféré attendre leur extraction, sans doute aussi parce qu'il tient à conserver une certaine pression sur les accusés en les convoquant tous les jours dans le box. Vous savez que tout dans ce dossier, Christian, repose sur des témoignages et jusqu'à présent, ils ont été très partiels. Aucun des 12 accusés n'a encore dit quelle est véritablement sa responsabilité dans les meurtres de Kevin et Sofiane. Aussi, le président tient à ce que chacun puisse réagir face aux déclarations des uns et des autres
pour faire émerger la vérité, un peu comme les pièces d'un puzzle que l'on assemble. Alors Jean-Christophe, lundi prochain, un mouvement national, cette fois-ci des gardiens de prison, cela va à nouveau perturber le procès. Effectivement, vous savez que le procès doit encore se dérouler sur 4 semaines après celle-ci. Le verdict doit être prononcé le 11 décembre prochain. Alors, si les incidents de la sorte se multiplient, il est possible que cela devienne réellement difficile à supporter pour la Cour, mais aussi pour les jurés. Écoutez ce qu'en dit un avocat, maître Alain Faure. Vous savez, c'est un procès qui était extrêmement difficile à gérer et qui est extrêmement difficile à mener pour le président, qui est extrêmement difficile à subir pour les accusés et pour les avocats, puisque nous sommes en quelque sorte à la disposition d'un certain nombre de facteurs, et maintenant de la grève des gardiens de prison. C'est un vrai problème, effectivement, pour la concentration, notamment des jurés, parce qu'il ne faut pas oublier que ce ne sont pas les avocats ni les médias qui vont faire la décision, mais bien les jurés. Et je me demande comment des jurés, pendant 6 à 7 semaines, vont tenir effectivement une attention constante. Suite du procès demain. Merci Jean-Christophe. Merci Christian. Dans l'actualité également, l'interpellation à la suite d'un contrôle à Annemasse de 4 cambrioleurs albanais qui avaient dérobé une grande quantité de montres et de sacs de luxe dans le canton de Genève, notamment au domicile de l'ambassadeur du Soudan. D'après la police d'Annemasse, il n'y a jamais eu autant de cambriolages dans cette région, 200, 300 en un mois. Toutes les précisions sur notre site internet. On parle beaucoup actuellement de la rémunération au mérite des fonctionnaires. Eh bien, à Bourgoin-Jallieu, on planche actuellement sur la pénalisation des arrêts maladie jugés trop fréquents. C'est l'un des volets d'une réforme des ressources humaines qui impose également des baisses ou suppressions de primes et congés, des astreintes plus difficiles. Les syndicats sont vent debout. Renaud Gardette, Vincent Abran. Jusqu'où ira le conflit à Bourgoin-Jallieu? Les 505 agents territoriaux de la mairie sont au cœur d'une réforme des ressources humaines. Le projet inclut la diminution ou la suppression de certaines primes et congés, comme ceux d'ancienneté. Il y aurait aussi plus de difficultés pour les astreintes liées à la neige. Mais surtout, les syndicats dénoncent la réforme des arrêts maladie. La mairie voudrait diminuer les régimes indemnitaires, c'est-à-dire une partie du salaire en cas d'absence pour maladie. Concrètement, un agent toucherait 150 € de moins s'il est absent plusieurs fois par mois, une cinquantaine d'euros en moins dès le premier arrêt. Ce qui est le plus choquant, c'est discriminer des agents malades. Ça, c'est quelque chose de complètement choquant, c'est totalement illégal et c'est totalement méprisant envers les médecins déjà qui fournissent des arrêts maladie. C'est sous-entendre que les médecins fourniraient des certificats de complaisance et c'est faire opposer aux agents une culpabilité par rapport à leur état de santé. Pour la mairie qui prépare ce projet depuis plusieurs mois, tous les budgets sont en diminution à cause entre autres des baisses des dotations de l'État, 2 millions d'euros en moins sur 4 ans. L'objectif est aussi de lutter contre les absences. S'agissant de l'absentéisme, d'abord on est parti d'une observation de départ qui est que entre 2014 et 2015, le taux d'absentéisme a augmenté de plus de 50%. Donc c'était important de prendre des mesures, pas seulement par rapport aux agents absents, mais aussi aux agents présents qui méritent sans doute d'être reconnus un peu plus à partir du moment où ils sont tous les jours au travail. La CGT a claqué la porte des négociations et se prépare à un recours devant le tribunal ainsi qu'à d'autres actions éventuelles. Le projet va être présenté officiellement dans les jours qui viennent aux fonctionnaires concernés. Politique avec les élections régionales. En Haute-Savoie, le MoDem tourne le dos aux Républicains. Le président et maire de Saint-Julien-en-Genevois, Antoine Vieliard, conseiller régional sortant, non reconduit, a fait savoir que sa fédération ne soutenait plus la liste conduite par Laurent Wauquiez. En cause, la désignation des candidats. Renaud Gardette, Vincent Abran. C'est un coup de gueule dont les Républicains se seraient sans doute bien passés. Antoine Vieliard, chef de file du MoDem au Savoyard, retire son soutien à Laurent Wauquiez dans la course au régional. En cause, la composition de la liste, orchestrée selon lui par les seules instances des Républicains. Pour ce qui est du mouvement démocrate, on a fait un certain nombre de propositions de candidats qui ont été proposés par les instances départementales. Pour la Haute-Savoie, on a proposé 4 candidats et 2 candidates. Et à l'annonce de la liste, on s'est aperçu qu'aucune des candidatures proposées par la fédération départementale n'était retenue. Donc je ne suis pas dans la capacité de pouvoir garantir aux électeurs centristes de Haute-Savoie que les décisions de l'Assemblée régionale seront conformes à nos valeurs européennes, libérales et sociales. Un retrait qui ne remet pas en cause l'engagement du MoDem de Rhône-Alpes aux côtés de Laurent Wauquiez. Lundi, lors de la présentation de la liste, Patrick Mignola, chef de file du parti centriste pour la région, affichait clairement son soutien
aux candidats des Républicains. Parce qu'on est différents mais qu'on s'est mis d'accord à l'avance sur les valeurs, sur les objectifs et sur les projets, on sera co-responsable des engagements publics qui sont pris. Lui qui, il y a quelque temps, trouvait Laurent Wauquiez trop à droite, avait fini par trouver un accord officialisé cet été. Une union avec les Républicains et l'UDI, aujourd'hui décriée par certains militants. Comme tous les militants, on est en colère, déçus. Je crois que M. Mignola, il est de bonne foi quand il parle de faire alliance avec les Républicains et l'UDI pour une liste qui est fondée sur le respect mutuel et les valeurs. Et puis très concrètement, le résultat, la publication des listes, c'est qu'on ne peut pas soutenir une liste où il n'y a pas le respect de nos valeurs, d'une part, et où il n'y a pas le respect de la parole donnée, d'autre part. Donc non. Militant depuis 2002, Pierre Paulès ira bien voter le 6 décembre pour une autre liste, dit-il. Le patron du Modem au Savoyard, lui, n'a pas donné de consigne de vote, mais il répète qu'il ne participera pas à la campagne. Alors, quelles incidences a cette décision sur la campagne de Laurent Wauquiez, qui était d'ailleurs cet après-midi à la Clusaz, en duplex d'Annecy? Nous recevons Martial Sadier, deuxième de la liste Les Républicains UDI Modem, pour les régionales, également député maire de Bonneville. Monsieur Sadier, bonsoir. Alors, une réaction face à cette abstention du Modem de Haute-Savoie? Écoutez, je crois que vous l'avez d'ailleurs très bien décrit dans votre reportage. Laurent Wauquiez a souhaité et réussi à constituer une liste d'union dès le premier tour, c'est-à-dire une seule liste avec un seul programme, rassemblant la droite et le centre. Et il a même souhaité ouvrir à la société civile, puisque vous savez qu'en Savoie comme en Haute-Savoie, c'est un chef d'entreprise qui est tête de liste. Et donc la Haute-Savoie ne fait pas exception, c'est bien une liste de la droite unie et de l'ensemble des composantes de la droite et du centre qui se présentent au suffrage des électrices et des électeurs. Antoine Biéliard était quand même conseiller sortant, et il aurait pu figurer sur la liste ou non? Écoutez, chaque famille politique a désigné ses représentants, donc il faut qu'Antoine Biéliard s'adresse à sa famille politique. Vous recevez, je crois, dans La Voix est libre, dans quelques jours, dans votre émission, M. Mignola, qui est chef de file en Savoie. Il a rappelé que l'instance régionale et nationale apportait son soutien en Haute-Savoie comme ailleurs à cette liste de la droite unie. Vous savez, quand on est dans un mouvement politique, dans un département, on ne fait pas forcément ce que l'on veut. On fait aussi avec les instances régionales et départementales. Et je rajoute que dans un département comme la Haute-Savoie, qui compte 800 000 habitants, plusieurs milliers d'adhérents à des mouvements politiques, il faut sélectionner 22 personnes. Donc je peux comprendre qu'il y ait quelques aigreurs de ceux qui ne sont pas retenus, mais les régionales n'est pas une aventure personnelle, c'est une démarche collective, et donc nous sommes bien unis, l'ensemble de la droite et du centre et la société civile en Haute-Savoie. On va quand même parler de vous de manière personnelle. C'est la première fois que vous briguez ce type de mandat. Pourquoi vous ne l'aviez pas fait avant et pourquoi maintenant ? Parce que c'est effectivement un tournant important. Je vais laisser la mairie de Bonneville, l'association des maires de Haute-Savoie. Cela fait 20 ans, quelques jour pour jour quasiment, que je suis à la mairie de Bonneville. Je crois avoir donné sans compter. J'espère avoir apporté ma pierre à l'édifice sur Bonneville, mais sur l'ensemble du bassin versant. Et puis, il y a des nouvelles compétences. Le gouvernement a souhaité donner des compétences colossales aux régions, et dès l'année prochaine, en matière d'agriculture de montagne, en matière de relations avec la Suisse, en matière de transport ferroviaire, ou encore en matière d'industrie, d'université, de recherche. Demain, il faut bien attirer l'attention de celles et ceux qui nous écoutent, qui vous écoutent, qui suivent la politique dans ce pays, que les grandes décisions qui les concernent se situeront au niveau de la région. Je pense avoir beaucoup apporté à l'échelon local, et aux côtés de Laurent Wauquiez, je vais essayer modestement d'apporter mon expertise locale justement dans le cadre de ces nouvelles compétences dans une grande région Rhône-Alpes-Auvergne. Une question sur Laurent Wauquiez. Il promet, lui, de ne pas quitter la région si jamais il est appelé au gouvernement en cas de victoire de la droite aux prochaines présidentielles. Vous êtes certain de ça, vous? Parce que beaucoup de gens se posent la question. Ah, mais j'en suis persuadé, je connais bien Laurent, c'est quelqu'un de parole, il a des idées. Et je crois qu'en tant que maire du Puy-en-Velay, il a été réélu au premier tour parce qu'il met en œuvre ses engagements. C'est valable pour moi comme pour lui. Nous resterons siégés à la région Rhône-Alpes-Auvergne. Il y a un challenge fantastique avec ces nouvelles régions. Et puis Rhône-Alpes-Auvergne, c'est vraiment un territoire merveilleux. Merci Martial Sadier. Combien de listes donc pour ces élections régionales à Rhône-Alpes-Auvergne? 9 a dit la préfecture lundi dernier, mais il pourrait bien avoir une 10e, celle qui a été invalidée pour vice de forme. Elle s'appelle les Voix de Savoie. Elle vient de déposer un recours devant le tribunal administratif. Cédric Picot, Yves-Marie Glo. Ils sont bien déterminés à porter jusqu'au bout leur couleur. Pour ces élections régionales, les souverainistes des Voix de Savoie ont réuni plus de 230 candidats.
Ils ont déposé leur liste en préfecture de région lundi, une demi-heure avant l'heure limite, mais leur dossier était alors incomplet. Il y avait des papiers où il manquait le lieu de naissance, il manquait une date, il y avait une fausse date, une mauvaise date à la fin, des erreurs. Et puis chez les gens, il y a quelques erreurs aussi sur les noms. On a corrigé ça, on a fait tout ce qu'on a pu, quoi. Et puis en fait, il y a eu un peu un manque sur la durée. Et puis on est des amateurs, donc on est arrivé un petit peu tard, mais bon, on a fini tard la liste. Donc les papiers administratifs, ils ont du mal à suivre, quoi. La liste des voix de Savoie a été invalidée, mais ces militants de la souveraineté du territoire ont déposé un recours devant le tribunal administratif. Ils espèrent obtenir un délai supplémentaire pour peaufiner leur liste et la rendre valide. Pour eux, l'engouement suscité par leur mouvement justifie leur présence dans la campagne des élections régionales. C'est vrai qu'on est amateur en politique, on pense avec toute bonne foi que les gens peuvent se présenter et qu'aujourd'hui, si justement les citoyens de Savoie se sont présentés, c'est qu'il y a un ras-le-bol dans les grandes structures. Il y a un ras-le-bol de ne pas trouver ce qui s'est passé. Comment nous, petites structures, on a fait pour trouver près de 300 personnes. Les candidats des Voix de Savoie affirment défendre la capacité de s'exprimer localement. Ils revendiquent une politique de circuit court. Reste à savoir si la justice leur permettra de développer ces thèmes de campagne. Le tribunal administratif de Lyon se prononcera demain sur la validité de leur liste. Comme elle l'avait annoncé, la commune de Briançon a accueilli aujourd'hui ses premiers migrants. Ils devaient être 30, ils ne sont finalement que 21, principalement des Soudanais. Dans les Alpes, c'est le premier accueil de migrants dans le cadre d'une mise à l'abri, c'est le terme, organisé par le gouvernement. Ces migrants se trouvaient en effet à Calais. Ils sont répartis sur le territoire national pour un séjour temporaire. Mekusa Boudjema et Fabien Madigou. Je suis dans cette chambre depuis samedi. On est parti de Calais à 10h et nous sommes arrivés ici dans la nuit, à 2h du matin. Depuis, Hamdam Ibrahim trouve enfin un moment de répit. Après 3 mois à Calais, ce jeune Soudanais d'à peine 17 ans savoure cette quiétude. À Calais, on était dans une tente à plusieurs. On mangeait, on buvait, on était désœuvrés. Ici, la ville est propre, on a un logement décent. Comme lui, ces autres migrants ont fui l'Érythrée, le Soudan ou le Tchad, ont traversé la Libye, la mer Méditerranée, l'Italie. On n'avait pas d'autre choix que l'Europe. On n'a pas choisi la France ou l'Allemagne. On voulait juste être à l'abri, en sécurité. Au Soudan, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des conflits entre les tribus et les jeunes. Moi, je veux juste travailler et vivre normalement. Chose impossible dans leur pays. L'exil était la seule solution, malgré les sacrifices et les incertitudes. J'ai une famille, mais avec la guerre, je les ai perdus de vue. Depuis juin 2011, je ne sais pas s'ils sont morts ou s'ils sont vivants. Heureux d'être ici, mais aussi conscient de l'appréhension de certains citoyens. Un grand merci. On a été très bien accueillis. On a reçu beaucoup d'amitié et d'amour. On n'est pas là pour faire du mal. Espérons qu'à l'avenir, nous ferons beaucoup de belles choses ensemble. Traducteur pour faciliter le dialogue, visite médicale, cours d'alphabétisation à Briançon autour des 21 réfugiés. L'entraide de la commune, des associations et du collectif citoyen devient enfin concrète. Oui, d'autres migrants sont attendus à Saint-Michel-de-Maurienne et Bourg-Saint-Maurice. Des nouvelles de la route du Chambon avec une météo un peu plus favorable. Eh bien, les travaux avancent de manière plutôt satisfaisante. Le point avec Florine Eba et Grégory Lespinasse. Les grandes manœuvres touchent à leur fin. La route, tant attendue, prend forme à vitesse grand V. Le balai des engins n'a pas cessé depuis presque 4 mois. Pour que ce chantier prenne tout son sens, il fallait absolument qu'il soit livré avant l'arrivée de l'hiver. Le défi est quasiment relevé. Aujourd'hui, le chantier tire à sa fin puisque on est en phase d'achèvement des travaux de fermeture de la chaussée avec la mise en œuvre de la couche de réglage qu'on voit derrière moi. Et puis les travaux de mise en œuvre de l'enrobé qui vont suivre la semaine prochaine. La piste de 5 km 300 sera bientôt une route qui offrira la meilleure option à court ou moyen terme pour relier l'Isère à Briançon dans les Hautes-Alpes. Un itinéraire dit de secours qui permettra de rétablir une circulation brutalement stoppée depuis le 10 avril dernier. Cette dernière phase des travaux devrait apaiser les tensions et apporter un grand soulagement aux habitants.
Alors à partir de lundi prochain, on attaque la mise en place de l'enrobé sur la couche de réglage. Et on va avoir une double attaque avec 2 ateliers qui vont partir d'un point central, à peu près sur la piste, et puis qui vont remonter chacun de leur côté, l'un du côté Isère, l'autre côté Hautes-Alpes. Et on devrait avoir terminé la mise en place de l'enrobé vendredi. L'infrastructure ne sera pas une solution définitive, car elle n'offrira pas le même niveau de service que l'ancienne route. En attendant le nouvel aménagement du tunnel du Chambon, cet itinéraire salutaire devrait ouvrir au trafic autour du 25 novembre. Après avoir symbolisé l'Isère, puis la région Rhône-Alpes, une jeune fille originaire de Saint-Martin-d'Air rebrique désormais le titre de Miss France. L'élection aura lieu le 19 décembre prochain. Nora Ben-Greeneux est l'invitée du Journal des Alpes avant de s'envoler la semaine prochaine pour Paris et Tahiti pour les traditionnelles photos de candidates. Mademoiselle, bonsoir. Bonsoir. D'abord un petit mot sur les débuts de l'aventure. Comment cela a commencé? J'ai lu que c'était votre mère qui vous avait inscrite un petit peu à votre insu. Oui, c'est ça. Ma maman m'avait fait la surprise de m'inscrire donc à la première étape qualificative qui était Miss Isère 2014. Vous n'étiez pas très chaude? J'avais pas du tout confiance en moi en fait. Pour moi, c'était une élection que je regardais et que j'avais l'habitude de regarder. C'était un petit peu un rendez-vous annuel. Mais pour moi, j'osais pas me lancer là-dedans, quoi. Et donc, du coup, elle a voulu croire en sa fille et me faire la surprise de m'inscrire. Donc après, du coup, je me suis lancée. Maintenant, les choses ont un peu changé. Le 18 octobre dernier, donc, vous avez été Miss Rhône-Alpes. C'est ça. Là encore, la surprise était encore plus grande de se voir désignée. Parce qu'on se rend compte que vraiment, là, on est qualifié pour la plus grande étape, pour lesquelles on concourt et on parcourt nos étapes. Donc, du coup, c'est autre chose, quoi. Alors, Sylvie Tellier, la directrice du comité Miss France, elle a dit elle est un enfant ou petit enfant de l'immigration. Elle véhicule un très beau message parce qu'il s'agit de liberté, de volonté d'agir. Elle n'a pas hésité à se présenter malgré quelques clichés. Il faut le dire, elle leur a tordu le cou. Alors, de quel cliché elle parle? C'est compliqué, donc vous êtes d'origine kabyle et algérienne. Est-ce que c'est compliqué pour une jeune fille comme vous de se présenter à ce type de concours de beauté? Compliqué, non. Non, c'est pas du tout compliqué parce que quand j'ai commencé, c'est pas du tout quelque chose qui m'a différenciée des autres. J'ai été comme toutes les autres filles, j'ai concouru, mais c'est vrai que plus on gravit les échelons et plus un petit peu nos différences sont un peu mises en avant. Après, moi, je sais que c'est quelque chose que j'assume pleinement et Sylvie Tellier, pour elle, c'était une force. Donc j'en fais une force, le fait d'allier ma nationalité française et mes valeurs françaises avec les origines que m'a inculquées ma maman. Alors un peu mieux vous connaître, vous êtes étudiante en langue étrangère à Stendhal à Grenoble. Alors les études sont un peu mises entre parenthèses? Un petit peu du coup. J'essaie de continuer à travailler un peu chez moi, mais c'est vrai qu'avec toute la préparation médiatique, c'est un peu compliqué. On vous souhaite bonne chance et bon vent donc, pour cette prochaine élection Miss France. Merci d'être passé par le Journal des Alpes. Merci à vous. Interview réalisée cet après-midi pour cause de planning média déjà bien chargé. En sport, Morzine Avoria sort de la Coupe de la Ligue de hockey sur glace. En déplacement à Gap, les Hauts-Savoyards se sont inclinés 8-4 face aux Rapaces. La mi-novembre, c'est le moment de vérité pour le safran lors de la récolte à Besnay, surnommé le Petit Nice du département du Rhône. Pour son microclimat, une famille s'est lancée depuis 3 ans dans la culture de cette épice, un travail à la fois harassant, délicat et qui se cherche de nouvelles voies de valorisation. Aude-Henri, Olivier de Noyel. Pour la voir fleurir, il lui faut un terrain en pente et lui laisser voir le soleil de son lever jusqu'au coucher. La fleur de safran, Serge Herbeloporte la cultive en famille depuis maintenant 3 ans. Et là, il est temps de récolter. C'est une différence de température. Ça veut dire c'est la journée chaude et la nuit froide. Comme on a en ce moment, c'est le top. C'est un travail pénible. 200 000 fleurs à ramasser. Un bulbe de fleurs de safran s'achète 50 centimes. Cette récolte représente donc 100 000 € d'investissement. Résultat escompté, 1 kilo de safran qui se vend actuellement entre 30 et 40 000 €. Alors faites le calcul, l'or végétal réclame un brin de patience et sa culture n'est pas qu'un effet de mode. Non, on ne peut pas parler de mode. On parlera plus de revenir à de vrais produits du terroir. Comme la France, il faut savoir qu'il y a encore 200 ans, a été le premier pays producteur de safran au monde. Alors donc voilà, c'est simplement revenir à des produits qu'on a oubliés. À peine cueillis que la voilà sur la table familiale.
Pas de temps à perdre pour le safran. Le travail se poursuit en famille et en toute délicatesse. Il faut émonder, séparer le pistil de la fleur sans le casser, ce qui est un gage de qualité. On cueille le matin et l'après-midi, on fait l'émondage. C'est comme ça qu'il n'y a pas de perte. C'est pas une fleur qui va se conserver pour se dire on y fera demain. Non, c'est tout de suite. La conservation de la fleur est aussi au cœur d'une autre problématique, celle de sa valorisation. Ces exploitants y travaillent comme ils cherchent de nouveaux débouchés pour leur safran. Le safran, on va le vendre beaucoup en tout ce qui va être restauration, paramédicale, tout ce qui est cosmétique. L'utilisation des pétales, elle, réclame encore quelques recherches. Mais pourquoi pas une huile essentielle qui apaiserait l'esprit tout en revitalisant le corps. Tout un programme en or végétal. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle le principal titre, le blocage de la prison d'Éton en Savoie par les surveillants qui réclament des augmentations d'effectifs. Ce mouvement a interdit la sortie de 3 prévenus du procès de la Rixe des Chirolles qui se tient actuellement à Grenoble. Le procès a été interrompu ce matin. Il a repris à la fin du mouvement. Il faut savoir qu'un procès d'assises doit réunir tous les accusés. Situation qui pourrait se reproduire lundi prochain puisqu'un mouvement national, cette fois-ci, des surveillants de prison est organisé. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre fidélité.